Après 18 ans de vie commune, il y a des bonheurs qui ne se racontent pas comme les autres. Pour Michael Youn, derrière les rires, les plateaux télé et l'image d'éternel provocateur, un moment intime a tout changé. L'arrivée de son premier enfant avec sa compagne. Mais comment un homme habitué à faire rire la France a-t-il vécu cette émotion immense? Qu'a-t-il découvert sur lui-même en devenant père après tant d'années d'amour partagé? Restez bien avec nous, car derrière cette phrase simple, « c'est notre premier enfant », se cache une histoire de maturité, de tendresse et d'un bonheur arrivé au moment où la vie semblait déjà bien remplie. Je le formule prudemment selon les informations publiques. Michael Youn et Isabelle Funaro sont en couple depuis 2008 et leur premier enfant ensemble, Seven, est né le 7 juin 2011. Derrière ce bonheur, il y a une histoire qui ne ressemble pas aux déclarations bruyantes du show business. Michael Youn et Isabelle Funaro, c'est un couple qui s'est construit loin du besoin de tout montrer. Leur relation commence en 2008, dans un Paris où Michael est déjà connu pour ses excès comiques, ses personnages déjantés, ses apparitions imprévisibles. Mais où, dans sa vie privée, quelque chose commence doucement à changer. À cette époque, Isabelle Funaro n'est pas seulement la femme qui partage son quotidien. Elle devient aussi une présence d'équilibre, celle qui semble voir derrière le masque du provocateur un homme plus sensible, plus pudique, presque timide quand il s'agit de parler d'amour. Et c'est peut-être là que les premiers signes apparaissent. Michael, autrefois associé au plateau télé, aux cris, aux défis absurdes et aux fous rires incontrôlables, commence à laisser deviner une autre facette. Puis arrive ce 7 juin 2011. Une date simple, mais qui va prendre une place immense dans leur histoire. Ce jour-là, Isabelle donne naissance à leur fille, Seven. Un prénom inattendu, presque cinématographique, qui intrigue immédiatement. Pourquoi Seven? Parce que l'enfant est né un 7 juin, comme si le calendrier lui-même avait laissé un indice. Pour Michael Youn, ce n'est plus un rôle, plus une scène, plus une caméra. C'est la vraie vie qui entre dans la pièce. Fragile, minuscule, bouleversante. Et ceux qui suivirent son parcours ont peut-être compris après coup certains détails. Son humour restait intact, bien sûr, mais son regard changeait. Dans ses interviews, il parlait moins seulement de carrière, davantage de famille, de stabilité, de ce que l'on protège quand on a enfin quelque chose de plus grand que soi. Même ses projets avec Isabelle, comme Fatal, puis Vive la France, semblaient raconter en creux une complicité rare. Travailler ensemble, rire ensemble, traverser les années sans transformer chaque moment intime en spectacle. Ce qui touche surtout, c'est ce contraste. Le public connaissait Michael Youn comme l'homme capable de faire exploser une salle de rire. Mais à la maison, face à son enfant, c'est un autre homme qui apparaît, un père. Un père peut-être maladroit au début, ému, surpris par cette vague de tendresse que personne ne peut vraiment préparer. Et après tant d'années auprès d'Isabelle, cette naissance devient plus qu'un événement familial. Elle devient le symbole d'un amour qui a trouvé sa forme la plus douce. Avec le recul, ce qui frappe, ce n'est pas seulement la naissance de Seven, mais tout ce qui semblait l'annoncer sans que le public ne le comprenne vraiment sur le moment. Dès 2010, avec Fatal, Isabelle Funaro n'est plus simplement la compagne de Michael Youn dans les coulisses. Elle participe à l'écriture du film et y apparaît aussi à l'écran. 3 ans plus tard, en 2013, on la retrouve encore dans Vive la France, réalisé par Michael. Ce détail, discret à l'époque, disait déjà beaucoup. Entre eux, il n'y avait pas seulement une histoire d'amour, mais une manière de créer ensemble, de se faire confiance jusque dans le travail. Et puis, il y a ces apparitions rares, presque volées au rythme de la vie publique. À Paris, lors de soirées ou d'événements, Michael Youn gardait son énergie habituelle. Cette façon de plaisanter comme s'il voulait toujours éviter les grandes phrases sentimentales. Mais à côté d'Isabelle, son attitude paraissait parfois plus posée. On l'a vu par exemple dans des sorties publiques à Paris ou au Stade de France, à Saint-Denis, où le couple apparaissait sans chercher à transformer sa famille en spectacle permanent. C'est peut-être cela, le vrai signe qui n'apparaît clairement qu'aujourd'hui. Michael Youn a longtemps protégé ce qu'il avait de plus précieux. Après la naissance de Seven en 2011, puis l'arrivée de Stellar en 2019, le foyer s'est agrandi, mais le couple a gardé la même règle silencieuse. Montrer assez pour partager un peu de bonheur, jamais trop pour préserver l'intime. Seven, leur fille, et Stellar, leur fils, apparaissent rarement, comme si chaque image familiale devait rester une exception,
un instant choisi plutôt qu'une habitude. Même en janvier 2025, lorsqu'une rare photo de famille est partagée par Isabelle Funaro, le message est simple, tendre, presque pudique. Pas de mise en scène spectaculaire, pas de grande annonce théâtrale. Seulement un câlin familial, une image qui résume des années de vie commune, de patience, de tempêtes traversées et de moments retrouvés. Ce cliché devient alors comme une petite fenêtre ouverte sur leur quotidien, loin des projecteurs, loin du personnage public que Michael a longtemps incarné. Et c'est là que l'histoire prend une autre profondeur, car derrière l'homme qui faisait rire la France, il y avait déjà depuis longtemps un père en construction. Ce père en construction, on le retrouve aussi dans ses confidences beaucoup plus rares. En septembre 2021, lorsqu'il parle de son rôle de papa, Michael Youn ne cherche pas la grande formule parfaite. Il explique plutôt que ce rôle change sans arrêt. Certains jours, il faut amuser, d'autres rassurer, répondre, accompagner, parfois même improviser. Et venant d'un homme qui a bâti une partie de sa carrière sur l'improvisation, cette phrase prend une couleur particulière. À la maison, l'improvisation n'est plus un sketch, c'est une responsabilité. Ce détail permet de mieux relire les années qui ont suivi l'arrivée de Seven. Après 2011, Michael ne disparaît pas des écrans, bien sûr, mais quelque chose semble se déplacer. L'énergie reste là, le goût du rire aussi. Pourtant, ses choix deviennent parfois plus nuancés. À partir de 2014, il accepte davantage de rôles dramatiques à la télévision, loin de l'image purement provocatrice qui lui collait à la peau depuis Morning Live. Ce virage ne prouve pas tout, mais il raconte peut-être un homme qui n'a plus peur de montrer une part plus grave, plus tendre, plus humaine. Et quand on regarde la trajectoire du couple, un autre indice apparaît. Isabelle Funaro n'est jamais utilisée comme un simple décor dans la vie publique de Michael. Elle est actrice, scénariste, partenaire de création, mais aussi gardienne d'un équilibre familial que le couple semble avoir voulu préserver. Leur discrétion n'a rien d'un hasard. Les enfants apparaissent peu, les images sont rares, les mots sont choisis. Dans un monde où beaucoup exposent tout, eux semblent avoir compris très tôt qu'un bonheur trop montré peut parfois perdre de sa douceur. Puis il y a ce contraste magnifique entre les prénoms. Seven, comme un signe du calendrier, et plus tard Stellar, comme une étoile posée dans la famille. Lorsque Michael annonce la naissance de son fils en juillet 2019, il le fait avec cette émotion presque enfantine, en parlant d'une étoile arrivée sur Terre, de la maman qui se repose, et d'un papa fou de joie. Derrière la blague possible, il n'y a plus de personnage, seulement un homme dépassé par un bonheur simple. Aujourd'hui, après 18 ans de vie commune, cette phrase « c'est notre premier enfant » résonne donc autrement. Elle ne parle pas seulement d'une naissance. Elle parle du moment où Michael Youn, l'homme qui faisait du bruit pour faire rire, a découvert qu'un tout petit silence dans une maternité pouvait contenir plus d'émotions qu'une salle entière d'applaudissements. Mais avant ce silence intime, il y avait eu le vacarme de la célébrité. Et ce vacarme commence vraiment au tournant des années 2000, bien avant les tapis rouges et les grands rôles populaires. Michael Youn, né Michael Benayoun à Suresnes, avait d'abord appris le métier par la radio. En 1998, il rejoint Skyrock à Paris, où son énergie, ses sketchs et sa façon de réveiller les auditeurs finissent par attirer l'attention du monde de la télévision. Puis arrive l'été 2000. Le 3 juillet, Morning Live débarque sur M6, dans une case matinale pensée pour un public jeune. À l'écran, Michael n'a pas encore l'aura d'une star installée, mais il possède déjà quelque chose d'explosif, une présence qui ne demande pas la permission. Avec son mégaphone, ses improvisations et ses réveils de passants dans les rues de Paris, il transforme le matin en terrain de jeu. Là où d'autres animateurs suivaient que le conducteur, lui semblait prêt à casser le décor, à sortir du studio, à embarquer la France entière dans une blague géante. Ce qui, avec le recul, ressemble à un signe évident, c'est sa capacité à créer une bande. Vincent Dezania, Benjamin Morgan, les complices de plateau, les séquences absurdes. Tout autour de lui devient une petite troupe. Et cette troupe parle à une génération qui n'a pas envie d'un humour trop poli. Au début, certains ne comprennent pas. Trop bruyant, trop libre, trop imprévisible. Mais c'est justement cette différence qui le rend impossible à ignorer. En 2002, la notoriété dépasse même la télévision. Avec les Bratislava Boys et le titre Stash Stash, né dans l'esprit parodique du Morning Live,
Michael Youn prouve qu'un délire peut devenir un phénomène national. Le single sort en avril 2002 et atteint la première place des classements en France, restant plusieurs semaines au sommet. Ce n'est plus seulement un animateur qui amuse les réveils difficiles. C'est un visage que tout le pays reconnaît. Une voix que l'on imite, un refrain que l'on répète sans vraiment savoir pourquoi. À peine quelques mois plus tard, sa carrière prend une autre dimension. En 2003, La Beuse arrive au cinéma, puis Les 11 Commandements en 2004 confirment l'esprit de bande autour de lui, avec Vincent Dezania et Benjamin Morgan. Le passage est important. Michael ne reste pas enfermé dans le petit écran. Il transporte son univers vers les salles obscures, avec ses excès, ses paris risqués et cette envie presque enfantine de repousser les limites du rire populaire. À ce moment-là, tout va vite. Très vite. Le public découvre un homme qui semble vivre sans frein, mais les premiers indices d'un travailleur acharné sont déjà là. La répétition des personnages, l'écriture des gags, les chansons parodiques, les tournages, la scène. Derrière l'image du clown incontrôlable, il y a une discipline que beaucoup n'aperçoivent pas encore. Et pourtant, cette discipline ne vient pas de nulle part. Pour comprendre l'homme qui, plus tard, fera rire la France avec une insolence presque enfantine, il faut revenir bien avant les studios de M6, bien avant Skyrock, dans les Hauts-de-Seine. Michael Benayoun naît le 2 décembre 1973 à Suresnes, dans une famille où l'on ne grandit pas vraiment dans le rêve artistique, mais plutôt dans l'idée qu'il faut tenir debout, travailler, avancer. Son père est professeur de mathématiques avant de devenir psychologue en entreprise. Sa mère travaille comme responsable du personnel. Autrement dit, à la maison, le sérieux n'est jamais très loin. Mais ce sérieux familial cache aussi un mélange d'origines qui, avec le recul, éclaire beaucoup de choses. Dans l'histoire de Michael, il y a des racines hongroises, italiennes, juives marocaines, juives algériennes, une mère catholique pratiquante, et ce brassage intime qui peut donner très tôt le sentiment d'être fait de plusieurs mondes à la fois. Ce n'est pas forcément une enfance difficile au sens spectaculaire du terme. Ce serait même injuste de l'affirmer sans preuve. Mais c'est une enfance où l'on peut imaginer une forme de tiraillement. Devoir trouver sa place, son ton, sa voix, dans une famille où les chemins attendus ne mènent pas forcément vers la comédie. Et les signes étaient déjà là, minuscules mais révélateurs. Dès l'âge de 3 ans, Michael monte sur scène. À 5 ans, il suit des cours de piano. 2 détails qui paraissent presque anecdotiques, mais qui prennent aujourd'hui une autre couleur. Ce petit garçon qui apprend le rythme, l'attention du public, le track, la discipline musicale, porte déjà en lui quelque chose du futur animateur, du chanteur parodique, du comédien capable de transformer une gêne en éclat de rire. Plus tard, au lieu de foncer directement vers le spectacle, il suit une voie plus rassurante. Classe préparatoire économique et commerciale au lycée Notre-Dame de Sainte-Croix, à Neuilly-sur-Seine, puis école de commerce à Nice, dont il sort diplômé au milieu des années 1990. Là encore, on sent le décalage. Le garçon qui avait la scène dans le sang se retrouve dans les couloirs d'un parcours sérieux, presque trop bien tracé. Et Michael le reconnaîtra plus tard en parlant de ses propres études. Il est allé très loin pour finalement se perdre avant de se trouver. C'est peut-être dans cette contradiction que naît son humour. Entre l'enfant qu'on imagine turbulent, le bon élève poussé vers la réussite, et le jeune homme qui comprend peu à peu qu'il ne pourra pas vivre uniquement dans un costume trop étroit pour lui. Alors, après Nice, il remonte vers Paris, passe par le studio École de France à Boulogne-Billancourt, puis par le cours Florent. Le chemin devient plus clair, mais pas plus simple. Il faut convaincre, accepter les petits postes, commencer par le standard, attendre que quelqu'un entende enfin cette voix trop vive pour rester dans l'ombre. Cette voix trop vive pour rester dans l'ombre, Michael Youn l'a sans doute hérité d'un foyer où les émotions ne s'exprimaient pas toujours comme sur une scène. Dans les portraits biographiques publics, son père apparaît comme un homme de cadre et de réflexion. D'abord professeur de mathématiques, puis psychologue en entreprise, originaire du quartier de la Belle de Mai à Marseille. Sa mère, elle, est présentée comme responsable du personnel, avec une présence plus discrète dans les récits médiatiques autour de son fils. Cette discrétion dit déjà quelque chose. Chez les Benayoun, la vie privée ne se transforme pas facilement en spectacle. Et c'est peut-être pour cela que Michael, devenu adulte, a construit sa propre famille avec une forme de pudeur inattendue.
lui qui a longtemps crié dans un mégaphone, chanté des parodies et bousculé les codes de la télévision, semble avoir gardé pour les siens une zone protégée, presque sacrée. Avec Isabelle Funaro, rencontrée bien avant que leur histoire ne devienne celle d'une famille nombreuse et recomposée, il ne s'agit pas seulement d'un couple d'artistes. Il s'agit d'un équilibre patient, où chacun a déjà un passé, des responsabilités, des enfants à aimer sans toujours tout expliquer au public. Car avant Seven et Stellar, il y a aussi Sean, le fils qu'Isabelle Funaro a eu avec Pascal Obispo, né le 11 octobre 2000. Quand Michael entre dans la vie d'Isabelle en 2008, il ne découvre donc pas seulement l'amour d'une femme, il entre aussi dans une réalité familiale déjà commencée. Ce détail, souvent évoqué rapidement, change pourtant la lecture de son parcours intime. Avant même d'être père biologique, il a dû apprendre une place délicate, celle d'un homme qui arrive dans une histoire où l'enfant existe déjà, avec ses repères, ses souvenirs, son propre lien avec son père. Puis, au fil des années, la famille s'agrandit et Michael se retrouve face à ce rôle qu'aucun plateau télé ne prépare vraiment. Seven grandit dans l'ombre d'un père connu de toute la France, mais aussi dans celle d'une mère qui connaît les codes de l'image, du mannequinat et du cinéma. Stellar, plus jeune, arrive dans une période où Michael n'est déjà plus seulement le trublion du Morning Live, mais un homme qui a vécu les succès, les critiques, les changements de carrière, et qui semble regarder la paternité avec moins d'agitation et plus de recul. Les informations publiques confirment que Michael et Isabelle ont 2 enfants ensemble, Seven, puis Stellar, tout en formant autour de Sean une famille recomposée. Ce qui frappe, ce sont les petites confidences, rares mais révélatrices. En 2020, lorsqu'il parle de ses enfants, Michael explique qu'il privilégie le dialogue, le jeu et le rire plutôt qu'une autorité froide. Il ne se décrit pas comme un père parfait, mais comme un père qui s'adapte. Parfois compagnon de jeu, parfois guide, parfois celui qui répond aux questions. Derrière l'humoriste, on devine alors un homme qui transforme son ancienne arme publique, le rire, en langage familial. Mais le miroir le plus touchant reste peut-être sa relation avec son propre père. En janvier 2025, dans des confidences relayées après son passage dans Small Talk de Combini, Michael évoque un père âgé, malade, et laisse entendre des regrets, ceux d'avoir parfois reproché l'absence, sans avoir assez dit ce qu'il avait reçu, notamment les souvenirs d'enfance et les moments de rire. Ce n'est pas une confession spectaculaire, c'est plutôt une fissure douce, celle d'un fils devenu père à son tour, qui comprend soudain que les parents ne sont pas seulement des figures d'autorité, mais aussi des êtres fragiles. Et là, tout se répond. Le père mathématicien, le fils clown, la compagne discrète, les enfants protégés, le beau-fils accueilli dans une histoire déjà complexe. La vie personnelle de Michael Youn ressemble moins à une ligne droite qu'à une mosaïque. Chaque morceau éclaire l'autre. Son goût du désordre public cache peut-être une recherche d'ordre intime. Ses provocations d'hier rendent plus visible encore sa tendresse d'aujourd'hui. Et lorsque ses enfants disent, selon certaines confidences rapportées, qu'ils aimeraient eux aussi faire comme papa, on comprend que l'héritage ne passe pas seulement par la célébrité, mais par cette permission de rire, d'oser, de prendre la vie avec sérieux sans jamais lui retirer sa part de jeu. Et cette permission de rire, d'oser, de prendre la vie comme un terrain de jeu, Michael Youn semble encore la porter aujourd'hui, dans son corps même. Car à plus de 50 ans, sa santé publique ne se raconte pas à travers un grand drame médical, mais plutôt à travers une question plus subtile. Comment un homme qui a passé sa vie à brûler son énergie devant les caméras continue-t-il à tenir le rythme? En avril 2026, il est toujours là, très présent, très actif, invité sur les plateaux pour défendre la saison 2 de Flashback, diffusée sur TF1 à partir du 9 avril. Dans cette série, il incarne un policier venu des années 1990, un rôle physique, nerveux, plein de décalages comiques, mais aussi plus construit qu'il n'y paraît. Ce détail a son importance. Un artiste réellement diminué ne s'engage pas si facilement dans une promotion télévisée, des interviews, des tournages et des projets de cinéma qui demandent concentration, mémoire, déplacement et endurance. Mais derrière cette vitalité visible, Michael a aussi laissé entrevoir une fragilité plus intime, le stress. Ce n'est pas une fragilité spectaculaire, pas une annonce dramatique, mais un trouble qu'il a déjà évoqué publiquement, la trichotillomanie.
c'est-à-dire une compulsion qui pousse à tirer sur ses poils ou ses cheveux dans certaines périodes de tension. Dans des confidences reprises en 2023 puis rappelées en 2025, il expliquait que ce geste pouvait lui laisser des traces dans la barbe, sur le torse ou les cheveux, avant de dire qu'il avait déplacé cette tension vers les ongles. Et là, un ancien signe prend un sens nouveau. Quand on revoyait Michael Youn dans ses années Morning Live, agité, électrique, incapable de rester immobile, on pouvait croire seulement à un style, à une posture d'animateur fou. Aujourd'hui, ces confidences permettent de relire autrement cette énergie. Peut-être qu'elle n'était pas seulement une envie de faire rire, mais aussi une manière de canaliser une pression intérieure. Le rire devenait une sortie de secours, le mouvement une façon d'éviter que le stress ne reste enfermé. Ce qui frappe aussi, c'est que son état actuel ne semble pas l'éloigner du travail. Au contraire, les projets s'enchaînent encore. En 2025, Michael Youn annonce le retour de l'univers Fatal avec Bazooka, présenté comme la suite de Fatal, 15 ans après le film sorti en 2010. Puis, en avril 2026, il précise que le tournage est prévu dans l'année, avec une sortie plutôt attendue en 2027. Là encore, ce n'est pas un détail anodin. Reprendre un personnage aussi physique, musical et caricatural que Fatal Bazooka demande une énergie particulière, presque sportive. Pourtant, l'homme n'a plus exactement le même rapport à son corps qu'à 30 ans. On sent, dans ses apparitions récentes, moins de besoin de prouver qu'il peut tout casser et davantage une forme de maîtrise. Le visage a mûri, la voix porte une autre densité, le regard semble plus posé. Il reste capable de colère, de coups de gueule, d'humour frontal, comme lorsqu'il intervient en avril 2026 sur Quotidien. Mais cette énergie paraît désormais filtrée par l'expérience. Sa santé actuelle, en réalité, se lit donc entre deux lignes. D'un côté, aucune information publique sérieuse ne signale une maladie grave qui l'aurait éloigné de la scène ou des plateaux. De l'autre, ses confidences sur le stress rappellent que l'homme derrière le personnage n'est pas invincible. Et c'est peut-être cela qui rend son parcours plus attachant. Michael Youn n'est plus seulement celui qui faisait rire en hurlant dans un mégaphone, mais un artiste qui avance avec ses tensions, ses habitudes, ses petites batailles invisibles, tout en continuant à se présenter devant le public comme si l'élan devait toujours gagner sur la fatigue. Et au fond, c'est peut-être pour cela que l'histoire de Michael Youn touche autant. Parce qu'elle nous rappelle qu'un artiste n'est jamais seulement ce que l'on voit à l'écran. Derrière les blagues, les excès, les personnages parfois bruyants, il y a un homme qui a grandi, aimé, douté, construit une famille, traversé le temps et appris à protéger ce qui compte vraiment. On peut rire de ses folies, bien sûr. On peut se souvenir de ses sketchs, de ses chansons parodiques, de ses moments totalement imprévisibles. Mais aujourd'hui, il faut aussi regarder Michael Youn avec un peu plus de tendresse. Car derrière l'image du comique incontrôlable, il y a un père, un compagnon, un fils, un artiste qui a dû trouver son équilibre entre la lumière publique et la vie intime. Et c'est là que l'on comprend une chose importante. Les personnalités publiques vieillissent avec nous. Elles changent, elles se trompent parfois, elles mûrissent, elles deviennent plus discrètes, plus fragiles, plus humaines. Michael Youn n'est plus seulement celui qui faisait rire la France au petit matin. Il est aussi l'homme qui, après des années de vie partagée, a connu ce bonheur simple et immense. Tenir son enfant, regarder sa famille et comprendre que certaines joies n'ont pas besoin de bruit pour exister. Alors, plutôt que de juger trop vite, essayons de regarder son parcours avec bienveillance. Aimons les artistes non seulement pour ce qu'ils nous donnent sur scène, mais aussi pour ce qu'ils osent devenir avec le temps. Michael Youn nous a offert des rires, des souvenirs, parfois même des moments absurdes qui ont marqué toute une génération. Aujourd'hui, il mérite aussi qu'on voit en lui l'homme derrière le personnage. Si cette histoire vous a touché, si vous pensez vous aussi qu'il faut parfois regarder les célébrités avec plus d'humanité, alors n'hésitez pas à soutenir cette vidéo. Mettez un like, car cela aide énormément la chaîne à continuer ce travail. Partagez la vidéo avec vos amis, votre famille, ou avec quelqu'un qui se souvient encore des années où Michael Youn faisait rire toute la France. Et surtout, abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer nos prochains récits. Ici, nous ne racontons pas seulement des carrières. Nous essayons de comprendre les vies, les silences, les choix, les blessures et les bonheurs cachés derrière les visages que tout le monde connaît. Merci d'être resté avec nous jusqu'ici.
Votre présence, vos commentaires et votre soutien donnent un vrai sens à ce travail. Alors dites-nous en commentaire, quel souvenir gardez-vous de Michael Youn? Un fou rire, une chanson, une émission, un film, ou simplement l'image d'un homme qui, avec le temps, a su transformer le rire en tendresse?